commencer par moi. Je m'appelle Nicolas Dugénie, et j'ai une toute petite particularité. Je suis franco-brésilien. Alors je sais que ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais je suis franco-brésilien. Et dans mon parcours de vie, j'ai reçu ce que j'appelle un environnement éducationnel, on va dire pluriculturel. Mes parents sont français, moi je suis brésilien. Je suis arrivé à Île-sur-Vienne, côté plage, là où il fait toujours beau, où il fait toujours chaud, là où le soleil prédomine 365 jours sur 365, dans les meilleurs cas dans l'année. Donc j'ai grandi dans ce contexte avec deux éléments fondateurs dans ma vie qui sont mon père et ma mère. Pour faire simple, ma mère, c'est celle avec qui on peut parler. C'est celle avec qui on peut partager. On peut dire des choses quand ça va pas. On peut pleurer quand on a un gros sur la patate. On peut tout dire à ma mère. Là, c'est la soirée sur les bons rails de la déconne. Et il y a mon père. Lui, c'est plutôt le pâtissier, l'artisan, le gars qui est hyper méticuleux, hyper précis, hyper pointilleux, avec lequel on peut parler boulot, avec lequel on peut parler travail, avec lequel on peut parler de valeurs, d'engagement, et avec lequel on peut parler de regarder la personne dans les yeux quand on lui serre la main. On peut parler de choses franchement déconnantes et rigolardes avec mon père. Donc j'ai grandi avec cet environnement culturel qui m'a poussé vers un monde de découverte où je découvrais la culture française en parallèle de ce que faisaient mes parents, professionnellement. Mes parents étaient donc pâtissiers artisans. S'il y a une chose que mes parents ont identifiée chez moi, parce que c'est un partage aussi qu'on vit entre enfants et parents, c'est mon côté tchatch, c'est-à-dire ce goût pour la rhétorique, parler aux gens, faire rire la galerie, amuser tout le monde, et parfois demander pardon quand c'est nécessaire, et Dieu sait que ça a été nécessaire parfois. Et la deuxième chose, c'est que je me prédestinais à tout, sauf à reprendre le business paternel. Je me prédestinais à tout, sauf à devenir pâtissier. Mon père, quand il était gamin, il mettait son doigt dans les sauces pour identifier les goûts, des crèmes, des chocolats, des pâtes d'amandes. Moi, quand j'avais son âge, je prenais les seaux et les cuillères et je tapais dessus comme si c'était une batterie. Alors mon père a dit, on en fera tout sauf un pâtissier. Donc, j'ai grandi avec ce que j'aimerais vous présenter comme élément qui va servir à notre réflexion de ce soir, pour ma part, le sac à dos de ma vie. Je vous présente ce sac à dos dans lequel je vais y mettre plein de trucs. Là-dedans, je vais y mettre de la tchatch, pour commencer. Ça, vous l'avez vu. Et je vais y mettre quelqu'un qui se prédestine à autre chose, mais pas à de la pâtisserie. Ça, je le mets dans mon sac pour commencer. Donc, mes parents, en voyant ça, ils ont compris une chose, c'est que je ferai tout, mais pas de la pâtisserie. Donc, ils se sont dit, mon fils, dans la vie, tu feras ce que tu voudras. Donc, en ce sens, on peut dire que j'ai eu des parents cool. Ils m'ont dit, tu feras ce que tu voudras, mais fais attention, parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. D'accord ? Mais fais attention à bien trouver un travail qui va t'apporter un salaire fixe. D'accord ? Mais fais attention au moment où tu vas remplir ta première feuille de déclaration d'impôt. Mais fais attention à trouver une femme qui aura le courage de te supporter. Ok. Mais fais attention à bien prendre avant 35 ans une maison parce qu'il faut investir dans la pierre et parce que... J'ai 15 ans au moment où cette conversation arrive et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi en fait dans une vie où on me dit que je peux faire ce que je veux, il y a un champ des possibles dingue qui s'ouvre à moi. En fait, c'est blindé de mais. C'est blindé de limites, c'est blindé en fait de cadres. Donc je grandis sans trop savoir ce que je veux faire. J'arrive au lycée, et ce que j'aime dans l'autre environnement que j'ai côtoyé au lycée, qui s'appelle mes amis, en fait, c'est que eux, ils ont une particularité par rapport à moi, pour certains d'entre eux, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et ça m'impressionne. J'ai la bande d'amis qui d'un côté me dit moi je vais faire une seconde générale, après une première S, après je m'orienterai vers une terminale S qui m'amènera
des études pour faire médecine, peut-être prépa, on ne sait pas, et puis je ferai médecine comme papa, maman. Je caricature mes amis exprès pour pas qu'ils soient reconnus ce soir. Et j'ai de l'autre côté, l'autre bande de potes qui me dit, moi je me vois plutôt faire une seconde générale, tu vois, avec une première L, une terminale L, après je rentre en Cagne, Hippocagne, je fais Sciences Po, j'intègre l'ENA, je m'intègre dans la politique locale, après un petit peu régionale, parce que c'est vrai que c'est important la jeunesse en politique. Pourquoi pas la politique nationale? Pourquoi pas je vise... Après tout, c'est leur projet. Et aujourd'hui la France, et demain le monde. Ça m'impressionne. Chez mes amis, ça m'impressionne. Parce que moi, à cet âge-là, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai 10 000 idées à la seconde. Je veux faire du théâtre un jour, je veux devenir prof d'allemand l'autre jour. Je sais pas. Il y a deux choses que mes amis regardent et identifient chez moi, que je rajoute dans le sac. La tchatch, non, je l'ai déjà. La tchatch, chez mes amis, ils ont bien vu que j'étais là pour faire marrer la galerie, imiter le prof, c'est super drôle. On voit que ce gars-là n'a pas de problème au niveau expression orale. Et la deuxième chose, c'est l'oreille musicale, pour l'apprentissage des langues vivantes. Parce que d'une certaine manière, je me débrouille pas trop mal en allemand et en italien sans trop forcer. Franchement, sans trop forcer. Donc, je finis mon baccalauréat avec des idées, rien de figé, mais une seule volonté, pouvoir faire une formation où je ne vais pas trop me prendre la tête et où je vais pouvoir voyager. À ce moment-là, j'intègre un cursus où je rentre en IUT, je fais de l'animation socioculturelle, j'apprends beaucoup de choses, je découvre beaucoup sur l'environnement associatif, sur le monde culturel, sur l'accompagnement des publics en situation de handicap. Ça me forme beaucoup à l'humain, mais ça ne me fait pas voyager. Et ça, je me rends compte que par rapport à ce que j'ai dans mon sac, ça me manque. Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas sortir et exprimer tout ce qu'il y a là-dedans. Ça me manque vraiment. Donc je pars tenter autre chose. Je me dis, bon, l'animation ne m'apportera peut-être pas ça. Donc je vais essayer de voir un autre environnement. Et je décide de changer de case dans mon parcours. Je pars en ressources humaines, par curiosité. Parce que franchement, quand on connaît mon parcours à cet âge-là, je n'y suis pas allé par vocation. C'est impossible. Le mec s'est pas réveillé le lendemain en se disant « Tiens, j'adorerais faire passer des entretiens de recrutement ou virer des gens. » Je me suis pas réveillé comme ça en me disant « Je vais faire ça. » Je me suis pas réveillé du jour au lendemain en me disant oh, « Moi, Excel, ça m'impressionne, je verrai vraiment de la macro et de la micro-analyse sur un site industriel, des salariés. » Ça m'a pas percuté comme ça. Je me rappelle d'ailleurs, pour la petite anecdote, le jour où j'annonce à mes parents que j'ai été pris à l'école ressources humaines à Paris, mes parents étaient à table, je les appelle, je dis il faut que je vous dise un truc, je vais faire des ressources humaines. Ma mère, oui, pas de problème, elle raccroche. 5 minutes après, mon téléphone il sonne, je vois maman en gros qui est marqué, je décroche, oui, allô. Attends, mais ressources du quoi? L'entreprise, ça veut dire que tu vas mettre toi avec un costume, cravate, quoi? On sent déjà qu'il y a un décalage ou une crainte. Mais j'ai dit à ma mère, c'est plus par curiosité. Donc je vais en ressources humaines. Et on me donne le kit pratique d'utilisation du petit RH Bac+3 pour comprendre l'entreprise, ce qu'il y a dedans. Faire de la formation, faire du recrutement, les principes de base. Et j'ai la chance de partir à l'étranger à ce moment-là. Je pars en Allemagne, en site industriel, dans une ville qui s'appelle Düsseldorf, et je reste pas mal de temps à travailler dans l'industrie et où je découvre pour la première fois quelque chose que j'aurais pu découvrir avant, si j'avais été un peu plus ouvert dans ma perception des choses ou des gens. C'est l'autre culture, la culture de l'autre. Et dans cette culture de l'autre, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a des perceptions de ce que sont les RH en France qui ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Ça fonctionne dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, je découvre qu'un professionnel RH, c'est un manager à part entière qui a des objectifs financiers à tenir, dans lequel on lui demande d'être proche des salariés pour pouvoir s'intéresser à comment vont les salariés et à s'impliquer dans la vie des salariés. J'ai vu des RH avec lesquels j'ai travaillé pour des salariés en situation d'addiction à l'alcool qui, une fois par mois, tous les samedis, les premiers samedis du mois, faisaient un rendez-vous de suivi avec ces salariés-là. Il y a une implication humaine qui sort de la perception très informatisée que j'avais des RH en France. Ce n'est pas une critique du système français, c'est une observation. Et je ne peux même pas faire de cadre général dans ce que je dis parce que je suis convaincu qu'en France, il y a aussi des entreprises où les RH sont impliqués dans la vie des salariés. On parle de ça, j'ai 21 ans à l'époque. Je suis encore très jeune, professionnellement. À 21 ans, avec ce petit sac à dos, on veut changer le monde. Et peut-être encore à mon âge, mais
différemment. Donc, quand j'arrive en Allemagne, je sors une des choses que j'avais dans mon sac, c'était la compétence pour faire de l'allemand. Hop. Elle apparaît, je peux l'exprimer. Et en fait, je me rends compte que je transforme un des éléments qui n'était pas un projet fini en appui solide sur lequel je peux avancer dans un projet plus international, plus concret, plus conséquent dans une entreprise. Et là, il se passe un truc, c'est que se rencontre pour la première fois dans ma vie, moi, qui je suis et ce que j'ai peut-être envie d'être, et un chemin qui est tourné vers l'autre, dans lequel je suis là pour puiser dans ce que je trouve d'enrichissant chez l'autre, sa culture, sa langue, son ouverture d'esprit. Et il se passe aussi des premières incohérences, parce que je dis que je taquine pas mal en langue, je taquine pas forcément en anglais à l'époque, et je ne reviendrai pas ce soir sur le débat de pourquoi est-ce que les cours d'anglais en France, tout ça, je ne reviens pas dessus, c'est pas l'idée, mais en tout cas, je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais. Et quand j'arrive en Allemagne, la première chose que les Allemands font, c'est de me parler en anglais. Par réflexe, on va parler langue internationale, langue commune, langue d'accueil. Et en fait, je leur réponds que je préfère qu'on parle allemand. Alors eux, ils sont super touchés, parce que du coup, il s'adapte vachement, il fait l'effort. Mais en mon fond intérieur, je me rends compte d'une chose, c'est parce qu'en fait, moi, je ne suis pas à l'aise avec l'anglais. Et je me rends compte aussi que dans cette espèce de rencontre qu'il y a entre moi et un projet, il y a aussi peut-être des manques qu'il va falloir que je comble assez rapidement. Qu'à cela ne tienne, j'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais par l'échange avec les gens. Au lieu de rester sur une approche très théorique, très universitaire, très linéaire, en fait, je dirais de l'apprentissage de cette langue, les Allemands m'invitent à le parler. Take it easy, parle. Comme on dit en portugais, fala direito, parle directement. C'est cette approche du « c'est pas grave si tu dis le échelle ou la échafaudage, c'est pas grave, on t'en veut pas. Tout ce qui nous importe, c'est que tu fasses l'effort de parler. Parce qu'on voit que tu as une volonté de t'adapter à l'autre. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté sur le plan humain. Donc je reviens en France avec une volonté de faire grandir mon parcours, peut-être sur une volonté de voyager, mais peut-être complétée par une direction. Complétée par, j'ai une capacité en langue, donc mon but du jeu, c'est, je ne suis pas forcément qualifié dans un cœur de métier précis, les ressources humaines c'est très large, c'est très dense, donc avec mes compétences d'apprentissage rapide des langues, je vais essayer d'aller dans n'importe quel pays qui m'intéresse, avec comme seule base le fait de parler la langue, ou de l'apprendre rapidement. Je rentre en France et j'intègre donc un master en ressources humaines, du coup par curiosité plus approfondie, et je me spécialise dans deux choses qui sont, à l'époque, la sociologie des organisations, mais ce qui va nous intéresser plus ce soir, c'est le management interculturel. Un manager interculturel en France, en 2019, à l'heure actuelle, c'est encore un petit peu, pour le marché français, un ovni. Donc, je vais vulgariser à mort, pour qu'on soit tous d'équerre avec ce que c'est. Un manager interculturel, c'est un cadre qui est chargé dans une entreprise ou pour le compte d'une entreprise de mettre en place des projets d'accompagnement internationaux ou, pas forcément internationaux, intergénérationnels, ça peut être ça aussi, il y a différentes cultures, on vous parle de génération X, Y, etc., pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble, tout simplement. Ça passe par du management, par de l'écoute, par de la mise en place sur le terrain, et généralement, au moment où ça se met en place, où j'arrive dans les entreprises, c'est sur le plan international. C'est pour ça que le management interculturel est plus souvent rattaché à l'international qu'au générationnel ou au contexte même interrégionaux. Il peut y avoir aussi des contextes interculturels, interrégionaux entre différentes régions de France sur certaines entreprises. J'intègre à ce moment-là, dans ma carrière professionnelle, une entreprise locale dont je tairai le nom et qui, là, le genre de petite boîte sur le plan local qui est implantée à Limoges et qui fabrique juste des interrupteurs. J'intègre la DRH internationale, 13 personnes, et là je touche plus terre. Je touche plus terre parce que je traite avec des sujets sur 170 pays, je parle en italien parce que ma direction est italienne, donc au niveau du rapport interculturel et international, je découvre d'autres cultures, on apprend vachement de l'autre dans notre manière de traiter des sujets RH, et je ressors de là, dans mon bureau il y a ça. Il y a ça. Et tous les matins je regarde ça en me disant... Ouais, lundi, je suis avec le Brésil en ligne. Le mardi, j'appelle Shenzhen. On fait de la chasse de tête. Le mercredi, je mets des projets en avant avec la Turquie et le Grand North America.
je touche plus terre. Je touche plus terre. Et le problème, c'est que quand je termine cette expérience, en tant que cadre, Bac+5, je me dis, ça va rouler, tranquille, ça va rouler easy. J'ai ça que je vais pouvoir mettre dans le sac, en pile, mais je perds de conscience une seule chose, en fait, c'est que cette map que je regardais, ces sujets internationaux que je traitais, en réalité, ils étaient illusoires par rapport au projet initial que j'avais en tête, puisque je n'avais pas voyagé. J'étais resté dans un bureau, j'étais resté entre 4 murs, j'étais resté à regarder un monde qui était plat, limité, cadré. Mais bon, j'en prends pas forcément conscience tout de suite. Alors je tente des entretiens de recrutement où on me dit en fait ouais, non mais vous êtes un peu trop surqualifié quand même pour nos postes. Ou vous avez fait quand même beaucoup de pays, hein. Pensez pas que vous allez vous ennuyer sur des missions en France. Et en fait, je me rends compte que Bac+5, parle 5 langues, entreprise du CAC 40, je l'avais dans le sac, hein. Mais c'était compliqué à caser. Parfois, ça a été compliqué à cacher même, parce que je me suis rendu compte que ça ne devenait plus forcément un avantage pour moi que de mettre autant en avant ce côté international. Ça m'a remis en question, beaucoup remis en question. Et puis, j'ai pris le temps, en fait, de mettre un peu de côté dans ma vie professionnelle ce côté je touche plus terre, pour revenir à des choses concrètes, pour revenir à une approche de l'autre, pour revenir à une approche de l'humain. Et en fait, de me rendre compte que mon sac à dos, il était peut-être blindé de bonnes choses que je ne mettais pas correctement en avant. Ça, c'était possible. Donc j'ai réouvert le sac, j'ai mis tout à plat, et je suis reparti dans d'autres entreprises où, sur le terrain international, je suis arrivé au bon endroit au bon moment aussi, parce que dans ma tête, je me suis dit, à un moment donné, je veux choisir mon chemin, pas le subir. Je veux choisir les entreprises avec lesquelles j'ai envie de bosser, pas subir malgré la qualité de votre candidature, etc., etc. Donc j'imprime 50 CV lettres de motivation, je pars à Paris en 2016, et je tombe sur une entreprise qui m'ouvre ses portes en me disant « Mais vous parlez portugais ?» Cette espèce de petit truc que j'avais dû laisser dans la poche de devant. Oui, je suis bilingue portugais, je suis franco-brésilien, ma femme est brésilienne, on parle... Enfin oui, ça tombe bien parce qu'on vient de gagner un petit contrat avec une toute petite banque, petit contrat à 3,5 millions d'euros, 600 consultants à recruter sur Porto Lisbonne, et on n'a personne dans notre équipe à Paris qui parle portugais. What else? J'y vais. Ce que je veux que vous compreniez aussi par rapport à ça, c'est que je me suis saisi de cette opportunité. Je n'ai pas attendu que ce soit miraculeux ou que ce soit... dans ce sens, c'est pas miraculeux le terme, c'est que je n'ai pas attendu que le hasard décide de mon parcours. J'ai décidé de me saisir de ce parcours. Et dans ce contexte-là, je me suis rendu compte, j'aurais pu perdre pied à nouveau, ressortir la map, la remettre d'entre 4 murs. Non, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que il valait mieux s'enrichir d'une autre expérience, celle de l'autre dans d'autres secteurs d'activité. Donc j'ai touché au monde commercial, j'ai évolué petit à petit dans cette entreprise, et j'ai eu la chance, à la suite de ça, quelques années après, en 2019, on se retrouve 3 ans après, de créer ma propre entreprise, dans laquelle aujourd'hui je fais du management interculturel, dans laquelle j'accompagne des personnes qui sont sorties de ces parcours internationaux et qui, sur le marché de l'emploi, se confrontent à parfois des difficultés parce qu'elles n'ont pas encore ouvert totalement le sac. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte pour mon parcours, et c'est le fond de mon message ce soir pour ma part, avant de laisser la parole à Alexia, c'est qu'en fait, à force de m'ouvrir à l'autre et de prendre du recul en essayant de me dire « je ne suis pas le roi du monde », je ne suis pas le roi du monde. Je suis juste une éponge des richesses de chacun. Et peut-être que quand on les sort, peut-être que les autres aussi profitent de cette richesse-là, peut-être. En fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, et c'est très bien d'être venu ce soir pour entendre cette réalité-là, c'est que la Terre n'était pas plate, c'est qu'elle était un peu sphérique, et que du coup, j'avais pas forcément beaucoup de limites, finalement, dans ce que je fais, et dans ce que je choisis de faire pour ma vie. Et aujourd'hui, dans ce que je propose en accompagnement, j'ai eu la chance de vivre ce sphérique, parce que j'ai même ressorti des trucs, des vieilles affaires, des vieilles sapes. J'ai ressorti des choses qui n'étaient pas prévues sur le terrain, et qui aujourd'hui me servent sur la partie professionnelle. Aujourd'hui, je me sers de ça, cette espèce de ballon, le handball, je me sers du sport pour pouvoir justement faire des rencontres entre les différentes cultures, entre les autres, tout simplement. Parce que je me rends compte que ça,
Ça aurait pu être un élément comme un autre. Ça aurait pu être simplement un sport, un jeu, un truc qu'on fait entre potes, un truc du dimanche. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai fait une force. Parce qu'elle était dans le sac et que j'ai choisi de me dire, on a la possibilité de se saisir de nos parcours. Pas de les subir. On a la possibilité, au-delà du CV, du format papier, de dire à un chef d'entreprise, vous pouvez compter sur moi parce que j'ai fait de l'associatif et que je sais ce que c'est que de s'impliquer pour un groupe. Donc moi, je terminerai là-dessus. La seule chose que j'avais envie de vous partager ce soir, au travers de mon parcours, rapidement évoqué sur le plan international, c'est qu'en fait, on a tous un sac. Et contrairement à George Clooney dans le film La Pinvillière, je ne vais pas vous encourager à poser ce sac. Au contraire, je vous encourage à regarder à l'intérieur de ce sac tous les éléments que vous avez pour vous rendre compte, peut-être, que ce sont des forces. Peut-être que ce sont des solides appuis qui demain serviront à des entreprises dans une véritable révolution du modèle managérial, du modèle de l'entreprise, du modèle de l'approche humaine de l'autre. Peut-être. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez choisir de le vivre. Je ne peux pas le vivre à votre place. Chacun a son parcours, chacun a sa vie et chacun a son sac. Donc voilà, je termine, en tout cas pour ma partie, en disant il y a de parcours international que ce que vous aurez envie de vivre. Il y a de développement personnel épanoui que ce que vous aurez envie de saisir. Donc la seule question que j'aurais envie de vous poser ce soir, c'est quand est-ce que vous choisirez de prendre votre sac pour en regarder le contenu, ou tout simplement de choisir de le prendre pour pouvoir vivre votre road trip into the wild. All right, partner. Yeah, thank you. Let's give another round of applause for Nicolas. Applaudissez Nicolas. Merci. Any anglophobes in the room? Est-ce qu'il y a des anglophobes dans la salle? Oh, all right. Bon, alors, je vais continuer quand même ce que je voulais faire. Merci d'être venu aussi nombreux. Thank you so much for coming in numbers tonight. I was diagnosed OCD and ADHD a few years ago. J'étais... alors attendez, parce qu'il faut que je regarde en français. J'ai été diagnostiquée trouble obsessionnel compulsif, OCD, et trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est pour ça que j'ai des notes, parce que sinon je vais perdre le fil. Ce n'est pas une excuse, je suis simplement honnête. J'ai 47 ans et récemment, j'ai réalisé que je suis en paix si je meurs demain. So you're going to think, oh wow, she's 47 and she wants to die already. Donc vous allez penser, oh, elle a 47 ans et elle veut mourir demain. No, that's not what I said. I said, I am 47, and tomorrow, if I die, I'm okay with the situation. I'm in peace. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'ai 47 ans, et que demain, si je meurs, aujourd'hui, je suis en paix avec la situation, avec l'idée de mourir. So, it takes a lot of years to get into this feeling. And it's because of rich experiences that I've had. Donc ça prend du temps, bien sûr, d'être à ce niveau-là et se dire « demain, je peux mourir, je suis en paix ». C'est à cause des expériences riches que j'ai eues. I'm not talking about this kind of rich.
5 Porsche, 2 Beamers, 1 Castle. Je ne parle pas de ce genre de richesse, celle-là, avec 5 Porsche, 2 BMW, un château. I'm talking about people that I've met. I've met famous people. I've met rich people. I've met poor people. I've met stupid people. I've met assholes. J'ai rencontré des gens très connus. J'ai rencontré des gens très riches. J'ai rencontré des gens très pauvres. J'ai rencontré des gens stupides. Et j'ai rencontré des connards. In school, what they forget to tell you, and they didn't tell me that without diplomas, you can actually survive in life. À l'école, ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'est que sans diplôme, on peut quand même survivre. I was a loser at school because I didn't succeed the way the society wanted me to. J'étais une perdante déjà à l'école parce que je n'ai pas suivi le profil de la société. So, it's what you exude. It's your attitude in life who will bring you happiness and success. C'est ce que vous allez dégager, votre personnalité, qui vous ouvrira les portes où vous voulez. The question I want to ask you though is, what do you want? In this room, anybody knows what they want? Ce que je veux vous demander, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Dans cette salle, là, si je vous demande de lever la main, combien de personnes savent ce qu'ils veulent? And I'm not talking about ice cream, I'm not talking about champagne, I'm not talking about French fries. Je ne vous parle pas de champagne, de frites, de glace. Who are you? Do you know who you are? Qui êtes-vous? Vous savez qui vous êtes à l'intérieur? I'm imperfect. Je suis complètement imparfaite. And I'm proud of it. Fuck yeah, I'm imperfect. Je suis imparfaite. Et c'est génial, oui, je le revendique, je suis imparfaite. C'est ça. Sorry. That's what you need to know, who you are. C'est ça qui est important, de savoir qui vous êtes. So, life is not pink. Not at all. Someone told you so, they are freaking liars. La vie n'est pas rose. Bien au contraire. Et si quelqu'un vous a dit qu'elle était rose, ce sont des énormes menteurs. Life is full of challenges. Yes, challenges. Over and over and over and over. They will make you stronger. La vie est pleine de challenges. Et énorme challenge. You have to go deep inside. You have to face them. Il faut aller à l'intérieur des challenges et se battre avec ces challenges. The more you will walk away, the less you will face them.
Donc si vous marchez, si vous partez, si vous ne les confrontez pas, eh bien, vous n'aurez aucune vision de ce qui se passe. So there's an American guy. His name is Mark Manson. Il y a un homme qui s'appelle Mark Manson. Et he got a New York Times bestseller book, one of them, but the most famous one. Donc il a gagné au New York Times des meilleures ventes. And the title of this book is called The Subtle Art of Not Giving a Fuck. It's on Amazon, translated. Donc le titre du livre s'appelle Le subtil art, l'art subtil de s'en foutre. With no arrogance and no disrespect. Donc sans arrogance et sans de non-respect. What he wants you to do is to focus on what's important. Donc ce qu'il essaye de faire, c'est d'avoir les gens focus, je ne sais plus comment on dit en français, concentrés, voilà, merci, concentrés sur les choses les plus importantes. And not giving a fuck about the small things. Et de s'en foutre des petites choses. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui est important ici? Là, important. I help my clients every month to use their prefrontal cortex and their heart, either to open again or to focus more. Tous les mois, j'aide mes clients à ouvrir leur cœur ou à concentrer et surtout re-irriguer, je voudrais dire, leur cortex préfrontal. I don't know if you know, but after the sugar, which is the number one addiction in the world, je ne sais pas si vous savez, mais le sucre est la première addiction dans le monde entier. And the second one I want to say is complaining, criticizing. Et la deuxième, je voudrais dire que c'est se plaindre et critiquer. Who here today didn't complain? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui ne s'est pas plaint aujourd'hui? Just raise your hand. You two are just perfect. Yes, complaining is an addiction. The moment you get up, you put your 2 feet on the ground, bam, complaining. Tout le monde se plaint. Au moment où vous mettez vos 2 pieds sur le sol, le matin, votre cortex préfrontal commence à marcher et bam, vous vous plaignez. Et c'est toute la journée. So you need to reset your prefrontal cortex to not do that anymore.
Donc il faut mettre en condition votre cortex préfrontal et ne pas faire ça. And we're talking about anything. So that's what I do to help my clients. I even help with romantic relationships. Donc c'est ce que je fais avec mes clients. Je les aide. Et je les aide même avec leurs affaires romantiques. C'est vrai. There's no validation anymore. At all. Zero. Il n'y a aucune validation dans la vie. Il n'y en a plus du tout. When was the last time someone told you... When was the last time someone told you I love you? C'était quand la dernière fois que quelqu'un vous a dit je t'aime? C'était quand? Tout à l'heure. Oh, wow! You're very lucky. And you? Yesterday. C'est génial! So, what I want to say is that a lot of people forget to give you, or not to give you, but to give compliments in general. Oh, wow, I love your pants, it's a nice color. Oh, wow, your scarf looks really good on you. Il n'y a plus de compliments. Les gens ne valident plus. Mais bon, là, il y a deux exemples. C'est magnifique. Louise Hay she's an American author, and she's created this kind of mantra that she would do every day. Louise Hay, une auteure américaine, a créé un mantra pour elle-même qu'elle pratiquait tous les jours. She would take a mirror and she would look at herself. Elle prenait un miroir et elle se regardait. And she would say every single day, c'était pas Blanche-Neige, hein? She would say every single day, elle se disait tous les jours, I love you. I really love you. Elle se regardait dans le miroir et elle regardait dans ses propres yeux et elle se disait, je t'aime vraiment. And I promise you that it works. And you know why it works? Et je vous promets que ça marche. Pourquoi ça marche? Because, like I said, nobody gives you validation. And you are the only one to love yourself first. Bien sûr, ça marche. Parce que la première personne qui doit s'aimer, c'est vous. Vous aimez en premier. C'est ça le plus important. So it's an exercise that you can do. I'm not here to convince you. Just try and come back. C'est un exercice que vous pouvez faire. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais ça peut vous aider. Et si ça marche, revenez. So if you live in the past, really, you have depression. Or, you know, maybe not depression, but you're depressive. The past is the past, people. Si vous vivez dans le passé, vous êtes dépressif. Dépression. Si vous vivez dans le futur, vous avez de l'anxiété.
Parce que, voilà, vous calculez. So you have to live in the now. Now. I'm not the only person telling you that. Il faut vivre dans l'instant, l'instant présent. Je ne suis pas la première personne qui vous a dit ça. Ce soir, là, with you, very fine people, avec vous, ce soir, c'est un très beau moment, n'est-ce pas? Let's see. So I have a mantra myself that I use for several years now because of my OCD and because of my ADHD. I had to find something. J'ai un mantra également que je pratique tous les jours parce que je suis OCD, parce que je suis ADHD. Et c'est j'observe, I observe, j'écoute, I listen, je retiens, I retain. What do you think is sexy in life, besides the physical? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est sexy dans la vie, à part vos apparences physiques? La confiance en soi. Mm-hmm. Ah, oui. Joy. Pardon? Joy is sexy. Joy. Mm-hmm. Listening. Listening is fucking sexy, people. Écouter. C'est sexy d'écouter quelqu'un. C'est sexy d'écouter en général. I have quite a few female clients who tell me that all the time when they go dating. J'ai des clients, des femmes clientes qui me disent ça tout le temps quand elles vont au rendez-vous. Pour la première fois avec les hommes. Ou les femmes. People don't listen to each other. They blah 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 blah. Les gens ne s'écoutent pas. Les gens bla 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 bla. Mais non. You have to listen. So you want to be interested versus interesting. Vous voyez la différence? Vous voulez être intéressé de, comment on dit? Vous voulez être intéressé par quelque chose. Pas intéressant. C'est sexy de poser des questions, de s'interroger sur quelqu'un. Et les femmes, mes clientes, qui viennent me demander des conseils pour leur rendez-vous romantique, ont toujours ce problème-là. Les gens n'écoutent pas, ils veulent se faire intéressants. C'est pas très sexy. Oh wow, there's one. So what I learned in life is that you need to adapt. If you don't adapt in life, you are screwed. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut vraiment s'adapter, pouvoir s'adapter. Dans des situations, dans des dialogues. C'est très important de s'adapter. Sinon, on perd le fil
et on ne peut pas survivre. Dormir dans la jungle, à côté des scorpions, des tarentulas. Enfin voilà, quoi. Il y a plein de choses. You have to allow yourself. Allow yourself to say things and to be honest. Allow yourself to do things. Someone told me one day, oh, désolé, je sais pas. Ce qu'il faut faire aussi, c'est s'accepter. Oh, sorry, I really, my brain is an American. Il faut vous permettre de faire des choses, de dire des choses, d'être soi-même, être honnête. C'est très, très important. Someone told me a long time ago, not listening to society will be the best decision you will ever make. Quelqu'un m'a dit il y a plusieurs années, ne pas écouter ou s'engendrer avec la société, ce sera la meilleure décision que tu prendras. I was talking about the prefrontal cortex a few minutes ago. Je parlais du cortex préfrontal. And social media is good for certain things, but it's really extremely bad also. Makes you depressed. You're comparing yourself with the neighbor or whoever. Je parlais du cortex préfrontal il y a quelques minutes en disant que les réseaux sociaux sont ils sont bien pour plusieurs choses, mais ils sont très très mauvais pour d'autres choses. Les gens se comparent avec la vie de leurs voisins, la dernière voiture de Bobo. Votre cortex préfrontal est une éponge. Et ce ressenti de ressembler à quelqu'un ou de regarder toutes ces images, et même à la télé. Et donc, ça vous conditionne à beaucoup de choses négatives. La négativité. La négativité, c'est la pollution de l'âme. I don't think, I don't know how, okay, thank you. Je voudrais faire un exercice très court, je finis la session, et tout le monde a les bras croisés, machin truc, mais j'aimerais qu'on fasse un petit exercice tout simple, de se lâcher les bras sur le côté, comme ça, très relax. Oui, bah oui, vous êtes mal barré là-bas, parce que franchement, oui, d'accord. Donc voilà, et vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Et si ça peut aider, parce qu'on a beaucoup de tension dans la mâchoire,
vous ouvrez légèrement la bouche. Très très peu. Voilà. Alors vous allez inspirer love, amour. Vous allez expirer pain, toxicity, douleur, la peine. On refait une autre fois. Inspirez love, amour. Et expirez douleur, la peine. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie. L'imparfaite vous remercie. Thank you so much. Sorry, I just came back from America. J'ai vécu 22 ans en Amérique et je reviens juste à Limoges. Et donc, mon cerveau est vraiment mixé et l'américain sort en premier. Donc, j'ai fait un énorme effort ce soir pour faire la traduction simultanée. Donc, voilà.